nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous le savez, l'Assemblée nationale aujourd'hui est au Salon Rouge. Mais il n'y a pas que l'Assemblée nationale qui est au rouge, Madame la Présidente. C'est tout le Québec en matière énergétique qui est dans le rouge, avec le mauvais gouvernement de la coalition Avenir Québec qui est dans le début de sa 7e année. On peut voir que la preuve est faite. La CAQ n'est pas le parti de l'économie. L'énergie est le moteur de notre économie. L'énergie, c'est même notre fierté nationale. La CAQ a négligé pendant 6 ans l'évolution de ce dossier-là et fait en sorte qu'aujourd'hui, on est dans le rattrapage. On est dans l'urgence, Madame la Présidente. À minuit moins 5, le premier ministre qui présentait Pierre Fitzgibbon comme étant le fer de lance de ses visions économiques, bien, il lui a dit « Pardon, tout de suite, ça ne fera pas bien plus de différence si tu pars tout de suite, Pierre. » Et à minuit moins 5, il a délégué une nouvelle ministre pour le projet de loi 69 que Pierre Fitzgibbon avait pris 1 an et demi à concocter. Le 6 juin dernier, il disait, Pierre Fitzgibbon, je le cite, « Si la Régie dit c'est 4 d'augmentation, nous, on dit c'est 3 donc Hydro-Québec va recevoir 1 du gouvernement. » Il évaluait ça à peu près 100, 200, 300 millions. Ça va venir de la même poche. Pour compenser Hydro-Québec, si ce n'est pas dans les tarifs, ce sera par le Fonds consolidé, les taxes et impôts. Le premier ministre peut-il avoir le courage de dire dans ce dossier-là la vérité aux Québécois? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai mis à jour mes petits tableaux parce que j'avais un pressentiment que les rouges, qui sont habitués dans le rouge, poseraient une question sur l'économie. Ce qu'on voit ici, Madame la Présidente, c'est l'indicateur en économie le plus important, c'est-à-dire le PIB par habitant. Et ce qu'on voit, c'est que depuis que la CAQ est au pouvoir, bien, au Canada, il y a eu une baisse de 3 dans le reste du Canada, alors qu'au Québec, il y a eu une augmentation de 0,8. Si on prend le salaire moyen, il y a eu une augmentation de 22 dans le reste du Canada, 26 au Québec depuis que la CAQ est au pouvoir. Et Madame la Présidente, le meilleur, le revenu disponible après impôts et après inflation, dans le reste du Canada, il y a eu une augmentation de 3,6 alors qu'au Québec, c'était une augmentation de 13,2 Regardez ça, là. C'est ça le résultat, entre autres, avec les baisses d'impôts. Donc, Madame la Présidente, ce qui est important de dire, c'est que depuis 6 ans, ce qu'on n'a pas vu souvent dans l'histoire avec le Parti libéral, le Québec a mieux fait que le reste du Canada. Maintenant, Madame la Présidente, il y a une opportunité extraordinaire qui se présente au Québec avec la décarbonation planétaire. On a la possibilité, Madame la Présidente, de faire des profits importants en vendant de l'énergie propre aux entreprises, en faisant de l'argent, Madame la Présidente, pour encore réduire davantage notre écart de richesse, puis éventuellement l'éliminer. Première complémentaire. Présidente, vous l'avez entendu, la réponse du premier ministre. Je lui ai parlé des tarifs d'Hydro-Québec que les particuliers devront payer, et notamment les PME. Quand le premier ministre dit c'est 3 ad vitam aeternam, Madame la Présidente, il fait trop peu de cas de ce que Pierre Fitzgibbon disait. Je le cite. Si c'est en haut de 3 il y a un budget pour compenser cette hausse-là pour Hydro-Québec. Le premier ministre peut-il confirmer, oui ou non, qu'il va envoyer un chèque d'argent public à Hydro-Québec et puis que ce sera les Québécois qui vont payer pour cet argent-là? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, la nouvelle ministre de l'Économie et de l'Énergie était très claire ce matin. Le président d'Hydro-Québec était très clair ce matin. Quand on parle des tarifs résidentiels, il n'y aura pas d'augmentation de plus de 3 Par contre, concernant les entreprises, Madame la Présidente, on sait que le Québec, pour les entreprises, a les tarifs à peu près les plus bas en Amérique du Nord. Donc, graduellement, on va augmenter ces tarifs-là pour le bien des Québécois. Et je ne comprends pas le problème du Parti libéral parce qu'actuellement, il y a plus d'entreprises qui veulent de l'énergie que l'énergie qu'on a disponible.
Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, il y a plus d'entreprises qui veulent de l'énergie que de l'énergie disponible. Puis ces entreprises-là qui se font dire non, c'est les entreprises québécoises. Quand on parle de nationalisme économique, c'est ce qui a fait dire ce matin à Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec, je le cite, jusqu'à date, la réponse pour les industries existantes d'ici n'était pas suffisamment importante par rapport à leurs demandes. Il faut rebalancer les choses. Reconnaît-il, Madame la Présidente, qui est allée prioriser des projets de compagnies étrangères et qui a dit non à des compagnies québécoises qui en auraient besoin? Réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on va mettre les choses très claires. Il y a actuellement au Québec des entreprises québécoises puis des entreprises non québécoises qui ont besoin d'électricité pour se décarboner. Il y a aussi des entreprises qui sont à l'extérieur, qui veulent venir s'installer au Québec, qui ont besoin d'électricité. Comment fait-on le choix, Madame la Présidente? Bien, on regarde les entreprises qui ont le plus de retombées pour les Québécois. Si une entreprise crée des emplois à 50 de l'heure, puis un autre en crée à 20 de l'heure, bien, moi, je choisis celle à 50 de l'heure. C'est comme ça, Madame la Présidente, que depuis 6 ans, on a réduit notre écart de richesse avec le reste du Canada. Troisième complémentaire. Moi, je pense aux 320 travailleurs des forges de Sorel. Journal Les Affaires, 11 juillet dernier. 320 travailleurs. Ils voulaient pas 360 mégawatts, ils voulaient 16 mégawatts pour faire en sorte de diminuer leur empreinte carbone. Ils se sont fait répondre, à Québec, on dit à l'entreprise qu'il n'y a pas d'énergie disponible, Madame la Présidente. Alors, le nationalisme économique, on repassera. C'est nos entreprises, notre monde. Il a délaissé nos entreprises québécoises. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, qu'est-ce que veulent les Québécois? Des emplois mieux payés. Hein? Un Québécois ou une Québécoise aime mieux un emploi à 40 qu'un emploi à 20 de l'heure. On est en train de complètement changer l'économie du Québec pour augmenter, vous l'avez vu sur les tableaux tantôt, augmenter le salaire moyen au Québec plus vite que dans le reste du Canada. Moi, je pense que les Québécois, c'est ça qu'ils souhaitent. Mais ce que je comprends, c'est que si le Parti libéral était là, bien, ce ne serait pas ça. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis dans l'obligation de donner raison au premier ministre du Québec lorsqu'il dit que ce n'est pas ça que les Québécois veulent. Quand vous dites « on veut créer des emplois pour des Québécois », pouvez-vous m'expliquer alors pourquoi que Northvolt, ce sont des employés étrangers pour lancer la production? Est-ce que les Sud-Coréens, maintenant, ça rentre dans vos tableaux de Québécois? D'autre part, pouvez-vous aussi nous expliquer qu'est-ce que vous avez entendu du message de Sophie Brochu quand elle vous a dit clairement qu'il ne faut pas que le Québec devienne le Dollarama en matière d'énergie? Pouvez-vous aussi nous expliquer aujourd'hui une phrase très clé de la part de Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec? Il estime que vous avez donné trop d'énergie à des entreprises étrangères au détriment des entreprises d'ici québécoises. Est-ce que le gouvernement, le premier ministre, dans sa réserve de courage, est-il capable aujourd'hui de regarder les Québécois et leur dire qu'il a erré avec notre énergie? Et je vous rappelle, Madame la députée du Saint-Laurent, que lorsque vous posez des questions, vous vous adressez à moi et non directement aux collègues de l'autre côté. Alors, en réponse, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je voudrais profiter de cette première intervention en tant que ministre de l'Économie et de l'Énergie, notamment pour saluer le travail colossal qu'a fait mon prédécesseur, Pierre Fitzgibbon, en matière de développement économique. Il a déployé des initiatives et des efforts importants qui vont se faire sentir sur l'économie du Québec pour des années à venir et qui vont générer des retombées importantes, notamment pour ce qui est d'engager le Québec dans des créneaux d'avenir. Alors, pour ce qui est de revenir à la députée de Saint-Laurent, donc, merci pour la question. Alors, il y avait plusieurs choses dans la question, en fait, notamment quant à la présence de Northvolt, qui est un joueur important de la filière batterie. Alors, de ce côté-là, il y a des investissements importants qui sont prévus. Il y a un projet qui est en cours et le gouvernement est là pour soutenir et accompagner Northvolt dans le déploiement de cette entreprise qui va générer des retombées importantes pour le Québec. J'ai parlé aux dirigeants de Northvolt hier et ils m'ont rassuré quant à la poursuite de ce projet-là qui va se tenir au Québec.
Et on est à voir de quelle manière la révision stratégique va se déployer, mais la nature même du projet va être maintenue. Première complémentaire. La ministre se dit rassurée, mais la mise à jour de Nordvolt est seulement prévue pour le 16 septembre. Moi, je vais réserver mes commentaires d'ici là. Par contre, je reviens à la réserve de courage. Michael Sabia a été franc tantôt avec nous. Il a dit, je vais dire, et je cite, les vraies choses. Je vais mettre 4 sur table. Des blocs d'énergie, des mégawatts ont été attribués à des entreprises étrangères, notamment Nordvolt, au détriment d'entreprises d'ici. Donc, dans la réserve de courage, aujourd'hui, êtes-vous capable d'admettre que vous vous êtes trompé? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, on a en ce moment, ces jours-ci, donc la commission qui démarre sur la réforme du secteur énergétique. Et il va être important d'adopter et de procéder avec ce projet de loi-là, puisqu'en son cœur, il y a cette idée d'avoir un plan intégré de gestion de l'énergie au Québec, le PGIR. Donc, c'est dans ce plan que l'on va pouvoir établir un juste équilibre entre ce qui va se trouver être de l'énergie déployée pour de la décarbonation et de l'énergie déployée pour de nouvelles entreprises. Donc, il y aura un équilibre qui sera créé et qui sera réalisé sur la base de différents facteurs, parmi lesquels l'impact économique des différents projets qui seront analysés, également l'impact social et environnemental. Deuxième complémentaire. L'affirmation de Michael Sabia n'était pas en lien avec le projet de loi 69. C'était un constat. Le même constat que Mme Brochu. Vous êtes en train de faire du Québec le dollarama de l'électricité. M. Sabia va plus loin. Il dit, vous avez fait une priorité des entreprises étrangères au détriment des entreprises d'ici. Et là, le gouvernement nous demande de leur faire confiance avec le joyau le plus important, Hydro-Québec. Il me semble que lorsque j'ai une ex-PDG d'Hydro-Québec puis un PDG actuel qui me dit qu'il faut rebalancer les choses, c'est parce que vous n'êtes pas en contrôle. Nous pouvons entendre la ministre maintenant. Oui. Alors, Madame la Présidente, si on veut parler de Dollarama, j'aimerais bien rappeler une mesure qu'a adoptée le Parti libéral, à savoir qu'ils ont donné un cadeau aux industriels en faisant en sorte que les industriels ne soient pas indexés pendant des années sur le bloc patrimonial d'énergie qu'ils ont consommé. Avec la CAQ, ce cadeau-là, c'est fini. Dorénavant, les industriels vont devoir être indexés. Les Québécois l'ont été. C'est le choix que vous avez fait. Nous, on veut protéger les Québécois, les clients résidentiels. Vous avez protégé les clients industriels. Maintenant, on va rétablir l'équité. Et c'est ce à quoi va servir notamment le projet de loi 69, au rétablissement de cette équité-là. Ensuite, on va mener une réflexion également sur la juste valeur de l'énergie. Alors, c'est ce que va nous permettre la commission qui tient place en ce moment. Merci. En question principale, Vous n'avez pas déjà oublié la règle, j'espère. S'il vous plaît, je vous entends, M. le leader, également. Donc, il y a une seule personne que je vais entendre maintenant en question principale. Une seule personne. Madame la députée de Saint-Laurent, on vous écoute. Quand le gouvernement dit qu'il protège les Québécois, est-ce que vous avez protégé les Québécois en réservant 360 mégawatts pour une entreprise, une jeune pousse étrangère, en donnant 75 mégawatts à une autre entreprise étrangère, 100 mégawatts à une autre entreprise étrangère, et que ces 3 projets, que ce soit Nordvolt, Ford, Volta, sont sur pause présentement? C'est ça, protéger les Québécois? Est-ce que c'est ça aussi, protéger les Québécois, quand vous leur dites « Non, on n'a pas de bloc d'énergie pour les PME du Québec. Non, on n'a pas de bloc d'énergie pour les entreprises québécoises. Ah, mais en passant, non seulement on ne peut pas vous aider pour votre expansion, mais pire, on va vous refiler la facture. » Et tant qu'à poser des questions à savoir si vous protégez les Québécois, pourquoi vous ne faites pas preuve d'honnêteté intellectuelle? Parlez-nous de votre nouvelle loi qui est le bouclier. Oui, je vais reconnaître ici le leader du gouvernement. Vous avez une question de règlement. J'imagine laquelle? Oui, Madame la Présidente, article 35, ce sont des propos blessants. Je comprends que c'est la première journée de la session et qu'il y a eu l'été, mais il faudrait revenir à nos bonnes... Madame la Présidente. Par souci d'équité, le leader de l'opposition. Madame la Présidente, la députée, est-ce que c'est rendu que exiger l'honnêteté intellectuelle est interdit à l'intérieur de ce Parlement? Voilà. Alors, il y a eu équité de parole, équité de droit de parole. Faites attention, le lexique est là. Retirez vos propos et poursuivez. Il vous reste 19 secondes. Retirez vos propos. Je retire honnêteté intellectuelle, mais je maintiens. Pourquoi, dans le projet de loi, vous inscrivez noir sur blanc un bouclier pour protéger la hausse tarifaire résidentielle? C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le gouvernement. Pourquoi? Puis le premier ministre me regarde avec un gros point d'interrogation. Éclairez-le, s'il vous plaît.
La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, quand on dit protéger les Québécois, c'est qu'on veut établir un plafond de hausse tarifaire à 3 %. Et ça, c'est non négociable. C'est de la manière qu'on va procéder pour la suite des choses. On voit dans le secteur énergétique un véritable levier pour assurer le développement économique du Québec, tout en respectant les critères, les contraintes générées par la transition énergétique. Et on va se doter d'un plan efficace, clair, qui va nous permettre d'avancer dans cette directive. Maintenant, il y a deux manières d'avancer au niveau du développement énergétique. C'est soit, par exemple, de décarboner des entreprises déjà établies au Québec ou encore d'attirer et de développer des blocs énergétiques pour des nouvelles entreprises. Donc, on a fait les deux. Maintenant, les projets, lorsqu'ils sont reçus, qu'ils soient québécois, qu'ils soient l'international, ils doivent être analysés sur une base de différents critères. Alors, ces critères, c'est par exemple l'impact que ça a sur le développement économique, sur le développement régional, sur le développement social, et j'entends par là notamment les questions d'acceptabilité sociale, et également sur le développement environnemental. Et ce sont l'ensemble de ces critères-là qui seront analysés, que ça vienne de projets d'entreprises déjà établis ou nouvelles. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Ça y est, Madame la Présidente, on vient de tout comprendre. Que ce soit un projet qui vient de la Suède, de la Chine ou de Beauce, c'est la même affaire pour ce gouvernement-là. Voilà. C'est ce que vient d'affirmer la ministre de l'Économie et de l'Énergie. C'est pas Québec d'abord. Voilà. Que le premier ministre se lève et nous dise s'il est d'accord avec cette affirmation-là, que le projet vienne de Chine ou du Québec, c'est la même affaire, c'est pas Québec d'abord. La réponse, s'il vous plaît, du premier ministre. Madame la Présidente, ce que vient de nous dire le Parti libéral, c'est loin du Parti libéral, parti économique qu'on a connu. Ce que vient de dire le chef du Parti libéral, c'est, prenez l'exemple de Rio Tinto, qui offre beaucoup d'emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, avec le Parti libéral, on oublie ça, on ferme ça, Rio Tinto. Prenez une compagnie comme ArcelorMittal, qui offre des emplois de qualité en région. Bien, avec le nouveau Parti libéral, on ferme ça. Madame la Présidente, nous, on va aider les entreprises qui ont le plus à offrir aux travailleurs québécois. Et deuxième complémentaire, Monsieur le chef. Madame la Présidente, je ne lui demande pas d'être d'accord avec nous. Je vais demander s'il est d'accord avec Michael Sabia. La citation est la suivante. Jusqu'à date, la réponse pour les industries existantes d'ici n'était pas suffisamment importante par rapport à leurs demandes. Il faut rebalancer les choses. Fin de la discussion. C'est son PDG d'Hydro-Québec. Est-il d'accord avec lui, oui ou non, qu'il faille rebalancer les choses? Oui ou non? Et vous adressez à la présidence. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on pourra avoir des discussions pendant des heures, parce qu'actuellement, on a une liste d'entreprises au Québec, qu'elles soient québécoises ou internationales, qui sont déjà ici, qui veulent plus d'électricité. On a une liste très longue d'entreprises qui veulent venir au Québec, qui veulent avoir plus d'électricité. On choisit dans les deux groupes, Madame la Présidente, ce qui est mieux pour les travailleurs québécois. Moi, je travaille pour les Québécois. Attention, j'entends les commentaires. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Bonne rentrée à vous, bonne rentrée aux collègues parlementaires. Quand les Québécois font leur budget, ils font de l'anxiété. Et c'est pas surprenant, Madame la Présidente. C'est quoi les 3 postes de dépenses principaux de toutes les familles du Québec? C'est le logement, l'alimentation et le transport. Et tout ça coûte plus cher que jamais. Aller au travail, aller à l'épicerie, ça coûte plus cher que jamais. Les maisons coûtent trop cher. Les loyers coûtent trop cher. Et avec les inondations, les primes d'assurance vont coûter encore plus cher. J'ai quelques chiffres pour le premier ministre. 1 sur 5. Ça, c'est les enfants qui ont faim sur les bancs d'école au Québec. 900 000. Ça, c'est le nombre de Québécois et de Québécoises dans les banques alimentaires chaque mois. 15 %. Ça, c'est le taux de chômage chez les jeunes. 74 %. Ça, c'est l'augmentation du prix des maisons depuis que la CAQ est au pouvoir.
Donc, ce n'est pas surprenant, Madame la Présidente, que les Québécois et les Québécoises fassent de l'anxiété quand ils regardent leur budget. J'ai une question toute simple pour le premier ministre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire de plus cet automne pour aider les Québécois et les Québécoises avec le coût de la vie? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, depuis que la CAQ est au pouvoir, d'abord, une de mes fiertés, on a augmenté l'aide sociale pour les personnes qui ont des contrats. On les a augmentés de 50 %. On a baissé les impôts. Je sais, Québec solidaire est contre ça. On a donné 2 000 net d'impôts aux personnes de 70 ans et plus. Je sais, Québec solidaire est contre ça. On a multiplié par 6 le budget pour aider les enfants à l'école à manger. Et, Madame la Présidente, on est tous d'accord pour dire que chaque enfant au Québec devrait manger 3 repas par jour. C'est pour ça qu'on a multiplié le budget par 6. Mais, Madame la Présidente, on a une différence entre Québec solidaire et la CAQ. Oui, il y a des parents qui sont dans des difficultés où il faut les aider à s'occuper de leurs enfants, mais la majorité des parents sont capables et ont le devoir de nourrir leurs enfants 3 fois par jour. C'est ça qu'on pense à la CAQ. Première complémentaire. J'apprécie que le premier ministre me résume les 2 dernières chroniques de Mathieu Bock-Côté, mais ce n'était pas ça ma question. Donc, je vais la répéter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, beaucoup de Québécoises qui aimeraient ça avoir une réponse. La crise du coût de la vie, on n'en est pas sorti encore. La crise du logement, on n'en est pas sorti encore. Qu'est-ce que le premier ministre va faire cet automne pour aider les Québécois avec le coût de la vie? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, on n'a pas attendu Québec solidaire pour aider les Québécois. On a augmenté, je le répète, l'aide sociale pour les personnes qui ont des contraintes de 50 %. Les personnes qui travaillent, les salaires ont augmenté plus vite au Québec que dans le reste du Canada. On a baissé les impôts aussi pour ceux qui travaillent. On a aidé les personnes retraitées, entre autres les 70 ans et plus. Et, Madame la Présidente, oui, les taux d'intérêt sont élevés. Heureusement, on voit qu'ils sont en train de baisser. On voit que l'inflation est en train de baisser. Je comprends très bien qu'il y a des Québécois qui ont de la difficulté à arriver, mais on a aidé et on va continuer d'aider. Deuxième complémentaire. Si ce que le premier ministre a fait était suffisant, il n'y aurait pas 900 000 Québécois et Québécoises chaque mois dans les banques alimentaires. Il n'y aurait pas un enfant sur 5 dans nos écoles qui a faim. Je vais poser une question très simple à 2 reprises. Il est incapable de me répondre. Est-ce que pour lui, la job est faite? Je lui pose une question. C'est la première journée de la session. On pourrait peut-être avoir une réponse. Qu'est-ce qu'il va faire de plus cet automne pour aider les Québécois et les Québécoises à faire face au coût de la vie? Et on s'adresse toujours à la présidence. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a doublé les budgets des banques alimentaires, puis on va continuer de le faire. On va continuer de le faire. Est-ce que Québec solidaire pourra avoir le début du commencement d'une proposition, être constructif? Qu'est-ce qu'il propose? En question principale, je reconnais la députée de Mercier. Le ministre de l'Éducation nous a toujours dit que l'école à 3 vitesses, bien, ça n'existe pas, que c'est de l'idéologie. J'ai donc été surprise d'entendre la commission de la relève de la CAQ nous dire que l'école à 3 vitesses, c'est une excellente idée, tellement qu'il faudrait 100 vitesses. Madame la Présidente, on ne parle pas ici de la vitesse individuelle de chaque élève. Pour être vraiment compris, je vais utiliser une analogie. L'éducation au Québec, c'est 3 routes. La route du privé subventionné, des projets particuliers et du régulier. Puis la route du public régulier, bien, est rendue en garnotte parce que ça fait longtemps que le ministre n'a pas refait l'asphalte. Les chiffres sont très clairs. Il y a 2 fois plus de décrocheurs au public qu'au privé subventionné. Le grand sociologue Guy Rocher a dit que l'école à 3 vitesses a causé, et je le cite, un gâchis humain. Pourquoi le ministre ne veut pas que tous les enfants soient sur la même route, peu importe leur propre vitesse?
La réponse du ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je souhaite bonne session à tout le monde. Alors, la priorité de ce gouvernement, Madame la Présidente, c'est l'école publique. La preuve en est, c'est qu'on a augmenté les budgets de l'éducation, grosso modo, là, de 15 à 22 milliards et demi, donc à peu près 1 milliard de plus par année depuis qu'on est là. Ça, c'est pour les budgets d'opération. Puis on a augmenté les budgets là, du parc école, agrandissement, construction, rénovation de 9 à presque 23 milliards, une augmentation de 150 %. Donc, budget d'éducation plus 50, parc école plus 150. Alors, c'est clairement notre priorité, puis on le démontre avec des investissements historiques comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du Québec. Maintenant, oui, Madame la Présidente, nous avons un système scolaire mixte au Québec. Ben oui. Il y a le réseau privé, il y a le réseau des écoles publiques. C'est à peu près 10 % des élèves qui vont dans le réseau privé, un petit peu plus que 10 %, et les autres vont dans le réseau public. Et puis, on a à l'intérieur du réseau public des écoles qui investissent de plus en plus dans les projets particuliers, c'est très bien. On a de plus en plus aussi d'investissements dans la formation professionnelle, formation aux adultes. C'est dans l'ensemble de ces voies que les élèves y trouvent leur compte. Ça ressemble, Madame la Présidente, à la réponse que j'ai déjà entendue le ministre nous dire que le privé a bien servi le Québec. Ah oui, ça a bien servi qui? Les élèves du public régulier qui ont un taux de décrochage 2 fois plus élevé que le privé subventionné, ou ceux qui roulent sur l'autoroute à péage parce que leurs parents ont les moyens. Ça a servi qui, l'école privée subventionnée? Ce système inégalitaire au Québec? La réponse du ministre. Madame la Présidente, ça, c'est l'obsession de Québec solidaire puis de la gauche en général, d'essentiellement dire si on abolissait le réseau des écoles privées, on réglerait les problèmes dans l'école publique. Ça, c'est grosso modo, c'est ça leur discours. Notre position, Madame la Présidente, là, c'est qu'il faut multiplier les voies vers la réussite. Alors, il faut investir dans l'école publique comme on le fait. Il faut investir également dans les projets particuliers comme on le fait, et on met des sous là-dedans. 300 premiers dollars d'un parent qui inscrit son enfant dans un projet particulier, c'est gratuit. Et oui, il y a des parents qui souhaitent envoyer leurs enfants à l'école privée, et on ne va pas les priver de cette liberté. Et oui, il y a d'autres élèves qui s'inscrivent en formation professionnelle et aux adultes, et c'est dans l'ensemble de ces voies. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le ministre ne comprend pas ce que Québec solidaire propose, puis on n'est pas les seuls. La vision qu'on a de l'éducation n'est pas la même. Nous, notre vision, c'est que peu importe qu'un élève soit né dans une famille riche ou dans une famille monoparentale qui va dans les banques alimentaires, bien, quand cet élève-là, il arrive à l'école, il a le droit aux mêmes chances. Les profs que je rencontre sont d'accord avec ça. Il y a des parents qui sont d'accord avec ça. Les élèves aussi. Je ne peux pas croire que le ministre n'est pas d'accord avec moi, qu'on ait un système égalitaire pour tous les enfants du Québec. La réponse du ministre. C'est pour ça qu'on investit comme jamais en éducation. On a valorisé les salaires comme ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du Québec. Pour la première fois de l'histoire, les enseignants au Québec sont passés dans la catégorie des salariés de 100 000 $ et plus. C'est pour ça qu'il y aura un adulte dans la classe du primaire une fois sur 2 dans les prochaines semaines, les prochains mois. On a créé 5 400 permanences pour des enseignants en contrat. Tout ça, ça vise à valoriser l'école publique. On va continuer à le faire, mais on ne va pas détruire le réseau des écoles privées comme vous le proposez, parce que, soi-disant, c'est la recette miracle pour régler les enjeux de l'école publique. Ça n'arrivera pas. Et je vous rappelle qu'on s'adresse à la présidence. Maintenant, question principale. Je reconnais le député de Maurice Richard. On écoute. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de féliciter la nouvelle ministre de l'Économie pour ses nouvelles responsabilités. Sa nomination arrive à un moment charnière pour l'avenir des choses en énergie au Québec. Malheureusement, M. Fitzgibbon nous laisse une maison en bien mauvais état. Au lieu de collaborer avec la société civile ainsi que le tissu économique, il a préféré distribuer les mégawatts aux multinationales étrangères, sans même faire la preuve que cela diminuait notre bilan carbone ici au Québec. Comprenez, Madame la Présidente, qu'en 18 mois seulement, il a distribué l'équivalent de 2 fois le complexe de la Romaine. Ça nous a pris 11 ans de construire le complexe de la Romaine.
Ce matin même, le PDG d'Hydro-Québec nous disait que c'était une mauvaise idée en affirmant que nos entreprises québécoises avaient été oubliées dans le processus. Est-ce que la ministre s'engage à tourner la page de la méthode Fitzgibbon et à démarrer un débat public, démocratique sur notre avenir énergétique? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, je voudrais remercier tout d'abord le député de Maurice Richard pour ses bons mots. J'y mettrai le meilleur de moi-même dans ce mandat et j'espère qu'il en ira de même également du porte-parole de la deuxième opposition en ce qui a trait aux enjeux énergétiques. Je voudrais revenir sur l'affirmation à l'effet que M. Fitzgibbon n'avait pas travaillé avec la société civile. J'aimerais souligner en fait que M. Fitzgibbon a travaillé depuis 1 an et demi, presque 2 ans, à l'élaboration du projet de loi 69 sur lequel on se réunit ces jours-ci et qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de groupes consultés, d'intervenants, d'universitaires, d'entreprises, d'associations. Et ça fait l'objet d'une grande discussion, d'une grande consultation. Pas plus tard qu'en mai dernier, il a rencontré une 60aine de ces intervenants. Alors, il y a un socle, il y a une assise importante à ce projet de loi 69. Et d'ailleurs, on l'entend dans plusieurs interventions qu'on a commencé à entendre ce matin. Il y a un appui important aux orientations présentées dans le cadre du projet de loi 69. Pour ce qui est du bilan carbone, eh bien, ça fait partie intégrante de ce projet de loi également, de voir assurer une bonne évolution. Complémentaire. La présidente, un débat démocratique, c'est public et transparent. À l'époque, publiquement, la PDG d'Hydro-Québec, Mme Brochu, avait dit « Ne transformez pas le Québec en Dollarama de l'énergie ». Il a quand même distribué les mégawatts à un prix qui est 2 fois moins cher que ce que nous coûte la nouvelle électricité. Et qui va payer pour? C'est après avoir distribué les mégawatts que le ministre nous a dit « Attention, ça va coûter plus cher que les Québécois ». Clairement, le PDG d'Hydro-Québec aujourd'hui a dû lui dire derrière le porte-close « Ne faites pas ça, démarrez la... » La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, on ne peut imaginer débat plus public qu'un débat en commission parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. J'espère qu'on s'entend sur cette prémisse-là. Tout le monde est invité à déposer un mémoire dans le cadre de cette commission parlementaire. Bien sûr, ce ne sont pas la totalité des gens qu'on aura l'occasion d'entendre, mais chaque mémoire sera analysée, chaque mémoire sera prise en considération et par conséquent, ça répond entièrement à cette idée d'un débat public qui va se poursuivre d'ailleurs. Dans le cadre du projet de loi 69, on a le plan, le PGIR, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques qui en fait partie. Et il est prévu également que des consultations publiques se tiennent, qu'il y ait une participation active qui se tienne pour l'élaboration de ce plan. Merci. Deuxième complémentaire. C'est qu'il n'y a pas de plan, justement, et qu'il faut avoir une consultation sur le plan. Le projet de loi ouvre la voie à une privatisation de l'électricité au Québec. Notre joyau national Hydro-Québec est à risque, sans même nous expliquer en quoi ça répond à un plan. Et j'espère aujourd'hui que les gens ici présents savent qu'un ministre peut planifier sans que ça soit écrit dans un projet de loi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de planifier? Est-ce que, nommez-moi le projet de loi, la loi qui vous empêche de faire un plan, tout simplement, qu'on pourra suivre ensuite en commission parlementaire? Et on s'adresse à la présidence. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, avec le projet de loi 69, on se donne le cadre, l'encadrement du secteur énergétique qui est requis pour atteindre un plan de rehaussement de la production d'énergie renouvelable. Dans le cadre de la transition énergétique, il nous faut décarboner l'économie. Or, le Québec, on a la possibilité, et puis ça c'est assez rare, je dirais, on a la possibilité de s'engager dans cette décarbonation tout en faisant bénéficier la population de ce nouveau secteur de développement économique parce qu'on est bien pourvu en termes d'énergie renouvelable. Alors, il faut aller capitaliser sur cet actif-là, très important, et en faire bénéficier l'ensemble des Québécois. Et en question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Cet été a été mouvementé et la crise climatique continue de frapper les citoyens. Les changements climatiques, là, ça va nous coûter cher. Et c'est les Québécoises qui sont encore en train de payer le prix de l'inaction. Les épisodes de météo violents continuent à se multiplier et ce que l'on subit aussi de façon cyclique, là, c'est l'improvisation de la CAQ. Mercredi, là, ils ouvraient la porte à une indemnisation plus large, puis le vendredi, ils fermaient la porte sur les doigts des sinistrés. Quel manque de planification. Des crises, là, il y en aura d'autres. Des inondations, des feux de forêt, la sécheresse, des vagues, des chaleurs.
Et au lieu de réfléchir à voix haute et créer des faux espoirs, est-ce que la CAQ a prévu le coût? Donc, ma question, c'est pour le ministre de l'Environnement. Est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui combien ça va coûter au Québec de subir les effets des changements climatiques? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Question certainement pertinente et d'actualité. On le dit depuis quelques années, les phénomènes auxquels on a assisté seront de plus en plus fréquents, toujours plus imprévisibles, avec une intensité aussi plus grande. C'est la raison pour laquelle le dossier a été pris à cœur et l'est toujours depuis l'arrivée de l'actuel gouvernement. Un simple rappel au niveau des sommes investies et des engagements pris. Pas plus tard qu'en juillet dernier, on était à notre 4e présentation du plan de mise en œuvre. Plus de 10 milliards de dollars qui seront investis à travers différents programmes au niveau de la lutte au changement climatique, mais également au niveau de l'adaptation au changement climatique. Avec plusieurs collègues au cours des derniers mois et des dernières années, on a mis en place des programmes qui sont novateurs, qui sont salués par les gens du milieu. On parle d'adaptation, donc on parle aussi directement aux municipalités qui sont impliquées, qui sont directement concernées. Il y a quelques mois tout juste, avec ma collègue aux affaires municipales, c'est un support de 500 millions de dollars qui a été accordé aux municipalités pour qu'elles puissent mettre en place justement différents plans d'adaptation et se montrer plus résilientes face à ces phénomènes-là. Donc, le gouvernement est très mobilisé, mais qu'on ne vienne pas me dire que 10 milliards, ce n'est pas un engagement sérieux. Première complémentaire. La CAQ ne semble pas prête à répondre à ma question. Avec la tempête Debby, on a vu les primes d'assurance augmenter. Est-ce que le ministre a un calcul pour ça? On a aussi vu les récoltes être endommagées. Est-ce qu'on a calculé les coûts de l'adaptation? Je répète ma question. Est-ce que le ministre a une estimation? Combien ça va coûter au Québec de vivre avec les changements climatiques? La réponse du ministre. Madame la Présidente, personne n'est en mesure de dire combien ça va coûter. C'est la raison pour laquelle on a un gouvernement qui est très proactif. Tout à l'heure, je vous parlais de ma collègue aux affaires municipales. Je pourrais vous parler de mon collègue au niveau de l'agriculture. Depuis quelques années, le support au milieu agricole va en croissance de façon très marquée. Lorsque nos agriculteurs sont impactés, il y a un appui qui est accordé. Et à travers ce dernier PMO, toujours dont je faisais mention il y a quelques années, il y a quelques instants plutôt, le milieu agricole se voit aussi reconnaître. Et aussi cette entente qui est intervenue avec les gens de l'UPA pour nous assurer d'un soutien. Donc, lorsqu'un événement, le gouvernement est présent, que ce soit à travers les affaires municipales, que ce soit à travers le ministère de l'Environnement ou de l'Agriculture, nous sommes présents avec des engagements complémentaires. J'ai posé la question 2 fois, je n'ai pas encore de réponse. Il n'y a pas d'estimation, de planification de combien ça va coûter l'effet des changements climatiques. Pendant ce temps-là, c'est les Québécois et Québécoises qui sont en train de payer la facture avec les primes qui augmentent. Est-ce que le ministre est en train de se déresponsabiliser et laisser tomber les gens face aux intempéries? La réponse du ministre. Madame la Présidente, dans le dernier PMO, c'est près de 2 milliards de dollars que nous mettons pour l'adaptation au changement climatique. Je me suis amusé cet été à lire un petit peu quels étaient les engagements des différentes formations politiques. Pour Québec solidaire, en adaptation climatique, on prévoyait lors de la dernière élection 1,5 milliard. Nous sommes à près de 2 milliards. Je trouve que Québec solidaire manque d'ambition, Madame la Présidente. En question principale maintenant. Je reconnais le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la Présidente, la semaine passée, le premier ministre a mis dehors son super ministre de l'Économie. Pendant 6 ans, pourtant, en matière économique, la CAQ a demandé aux Québécois de faire confiance entièrement à Pierre Fitzgibbon. On nous disait, Pierre, lui, il connaît ça. Donc, depuis 6 ans, c'était le flair, le pif du ministre qui guidait les décisions et les milliards qui sont investis à même l'argent durement gagné par les Québécois. Avec quel résultat? Flying Whales, Taiga, surtout Nordvolt, le dossier dans le cadre duquel l'improvisation de ce gouvernement a atteint des sommets. On n'a pas fait nos devoirs ni en matière environnementale, ni sur les échéances, ni sur les risques financiers et sûrement pas en matière de transparence. Financièrement, on sait que le gouvernement a promis d'y investir 3 milliards de dollars et jusqu'à maintenant, il y a déjà 600 millions de fonds publics qui ont été déboursés. Mais on ne sait toujours pas si l'usine verra le jour.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des difficultés et des reports inquiétants. Le premier ministre a vanté les qualités de deal-maker de Pierre Fitzgibbon pendant 6 ans. Ma question est toute simple. Dans le cas où le projet n'aurait pas lieu, est-ce qu'il peut nous dire si le deal qu'il a signé prévoit explicitement un remboursement des fonds publics déjà investis dans ce projet, oui ou non? La réponse du premier Oui, ministre. bien, Madame la Présidente, je m'excuse de me répéter, mais je pense que c'est important que tous les chefs et tous les partis assimilent le bilan des 6 ans, entre autres le bilan de Pierre Fitzgibbon. Depuis 6 ans, la richesse au Québec a augmenté plus vite que dans le reste du Canada. Depuis 6 ans, les salaires ont augmenté plus vite que dans le reste du Canada. Depuis 6 ans, le revenu disponible après impôts et après inflation a augmenté plus vite que dans le reste du Canada. Malheureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé pendant les années du gouvernement du Parti québécois. Maintenant, concernant Nordvolt, ce qui est important de dire, Madame la Présidente, c'est que les montants vont être déboursés au fur et à mesure de la construction, puis au fur et à mesure de la production, si le programme IRA reste aux États-Unis. Donc, on va tous suivre ce soir le débat pour savoir qui va gagner, mais le chef du Parti québécois nous dit, est-ce que ça va être remboursé? Ça va être déboursé quand ça sera construit. Donc, il me semble que ça ne peut pas être plus clair que ça. Première complémentaire. Ce qui est clair, c'est que la réponse est inquiétante parce qu'il y a des centaines de millions déjà décaissés, déjà consentis à Nordvolt. Donc, si on décaisse des sommes dans le contexte où, en Californie, Nordvolt a complètement fermé ses installations pour les rapatrier en Suède, le contrat de BMW de 3 milliards a été cancellé. Volkswagen, qui est pourtant actionnaire de Nordvolt, envisage un plan B en cas de non-livraison par Nordvolt. Ma question, elle est simple. Avez-vous dans le contrat une clause qui nous garantit que les fonds publics vont être rapatriés si le projet n'a pas... Et on s'adresse à la présidence. La réponse du premier ministre. Le montant qui a été déboursé, c'est pour acheter le terrain. Et on a le terrain en garantie. Maintenant, les vrais montants de subventions qui vont être donnés, c'est au fur et à mesure où ça sera construit. Donc, il y a 0 de déboursé. Puis au fur et à mesure où il y aura de la production, donc il y a 0 de remboursé. On ne peut pas expliquer mieux que ça. Deuxième complémentaire. Le gouvernement s'est commis sur plusieurs centaines de millions qui sont déjà confirmés. Je demande une question toute simple. Est-ce qu'on peut avoir une réponse simple? Dans le contrat, avez-vous une clause qui permet le remboursement advenant que Nordvolt a des difficultés et que le projet ne voit pas le jour? Ça me semble très simple comme question. Et ça semble très simple aussi de se rappeler qu'il faut s'adresser à la présidence en premier. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, si on parle de Nordvolt, la compagnie en Montérégie, il y a un montant, je pense, de 200 millions qui a été payé pour le terrain, puis on a le terrain en garantie. Maintenant, les autres montants qui vont être versés, c'est en fonction des déboursés de construction. Il n'y a pas rien encore de déboursé. Puis en fonction de la production, il n'y a encore rien de déboursé. Donc, s'il n'y a pas de projet, on ne va pas les débourser. En question principale, je reconnais maintenant, s'il vous plaît, en question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite-Bourgeois. La parole est à vous, juste à vous. On l'écoute. Madame la Présidente, depuis 6 ans, la CAQ se trompe. Elle se trompe dans ses prévisions de croissance. Elle se trompe dans ses prévisions de dépenses. Elle se trompe dans ses prévisions de déficit. Mais cet été, on est ailleurs. Cet été, on a entendu le ministre des Finances nous annoncer que le déficit pour l'année dernière va être de 7,5 milliards, pas 6,3 milliards. Madame la Présidente, les Québécois sont tannés d'entendre le ministre se tromper tout le temps. La semaine dernière, il a dit, et je cite, « Sous ma gouverne, la gestion des finances publiques s'est détériorée. » Constat honnête et dur, honnêtement. Madame la Présidente, est-ce que c'est possible que le ministre des Finances arrête de se tromper? La réponse du ministre des Finances. Pas gentil. Oui, Madame la Présidente. Alors, effectivement, la situation des finances publiques s'est détériorée. Et la question, c'est jusqu'à quel point?
eh bien, si on regarde le déficit en Colombie-Britannique, c'est 2 %. En Ontario, c'est 1 %. Puis au Québec, c'est 1,5 %. Au fédéral, 1,3 %. Qu'est-ce que les agences de notation ont dit, Madame la Présidente? Qu'est-ce que le directeur parlementaire du budget fédéral a dit, Madame la Présidente? Il a dit que le directeur parlementaire a dit que le Québec était la province qui gérait le mieux ses finances, qui avait une perspective stable à long terme. Les 4 agences de notation ont dit que les finances publiques étaient bien gérées. Et d'ailleurs, S&P, qui est les plus sévères, ont souligné que le gouvernement de la coalition Avenir Québec était focusé sur une gestion conservative des dépenses et une réduction de la dette, et que c'était une excellente gestion. Alors, merci, Madame la Présidente. On va faire la période de questions et de réponses orales.